par rapport à notre sujet, la latinisation, vrai ou faux, on va amener là des arguments qui montrent, qui prouvent, scientifiquement parlant, que la latinisation ou romanisation, c'est une fausse idée qui a été répétée à l'infini jusqu'à ce que ça devienne vérité scientifique. Bon, on doit commencer par le début, bien sûr, c'est-à-dire d'où ça vient, comment on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Donc le concept de romanisation est dû au romaniste français comme Fustel de Coulanges, mais ça ne se soutient pas du tout. Primo, parce que c'est une impossibilité historique du point de vue de la réalité historique de ce moment-là, c'est-à-dire les légions romaines n'étaient même pas composées par des Italiotes. Oui, oui, les mercenaires romains étaient de toutes les régions européennes et pas seulement, euh, du Moyen-Orient, etc., etc., parce que les mercenaires étaient, vu qu'ils provenaient de toutes ces régions-là, eux non plus, ils ne connaissaient pas la langue latine. C'est pour ça qu'on avait besoin de ces orateurs-là qui s'adressaient à eux dans leur propre langue. Et c'est pour ça que vous allez voir, on va voir tous ensemble, que la langue latine n'était qu'un idiome et non pas une langue. On va voir aussi la différence entre langue et dialecte. Je ne sais pas si dans cet épisode, mais sûrement dans l'un des épisodes prochains. On va voir donc que le latin n'était même pas une langue, mais un idiome artificiel, c'est-à-dire créé d'une manière artificielle dans des buts administratifs. C'est-à-dire pour qu'on puisse entendre les uns avec les autres, puisque quand on ordonnait, quand on envoyait une ordonnance, les commandants des légions devaient se faire comprendre, bien plus que les Grecs donc. Les Latins sont ignorants de leur origine, puisque leur vie historique, n'a commencé qu'au 8e siècle et que leurs traditions leur ont été suggérées par les Étrusques et les Grecs de Cume. Mais ils n'ont pu ni apprendre ni créer leur langue en Italie. En réalité, sur les premiers siècles de l'histoire de Rome, on sait très très peu de choses. Et même ces choses-là ne sont pas tout à fait bien fondées. On n'est pas sûr donc sur leur réalité. De toute façon, ce qui est certain, c'est que jusqu'à la fin du 6e siècle, Rome s'est retrouvée sous domination étrusque. Quand Rome commence à s'émanciper, elle ne couvrait qu'une surface de 150 km², ce qui est très peu, encore moins que le Liechtenstein contemporain. Donc, ça c'est pour rappeler que on a la tendance d'augmenter artificiellement le vrai impact que Rome a eu sur... bon, ça, il y a toujours eu des passionnés, comme nous on est passionnés par l'histoire scientifique, il y a d'autres qui étaient passionnés par les Romains, les mercenaires romains, par leurs tactiques et techniques de lutte, de guerre, etc. etc. Et tout cela ont l'habitude et ont eu l'habitude de bien exagérer la réalité sur tout ce qui est par rapport concernant Rome et l'Empire romain. Déjà, leur
civilisation et leur méthode de civiliser les autres. Qu'est-ce qui est civilisateur par exemple, ce fait historique selon lequel César, lui seul, a tué de sa propre épée 1,5 million, plus ou moins, mais c'est ça le chiffre, 1,5 million de civils, c'est-à-dire femmes, enfants et personnes âgées. Oui, il n'y a rien de triomphant là. Donc, qu'on arrête avec cette grandomanie par rapport à tout ce qui est Empire romain. Hérodote ne mentionne même pas Rome dans ses histoires, puisqu'à son époque, c'est-à-dire vers le 5e siècle avant notre ère, il n'avait même pas encore entendu parler de cette ville de Rome. À la fin du 4e siècle d'avant notre ère, l'État romain couvrait une surface, donc tout l'État romain couvrait une surface de 2000 km², inférieure à la surface de Luxembourg d'aujourd'hui, et vers 291 avant notre ère, Rome, en pleine expansion, domine la péninsule italique seulement, c'est-à-dire un territoire de 54 000 km², c'est-à-dire 2 fois plus la surface de Albanie d'aujourd'hui. Voilà, donc arrêtons d'exagérer, de voir les choses trop en grand. La première conquête extra-italique de Rome a été faite en 121 avant notre ère. C'est en province de la France d'aujourd'hui, dans le sud-est de la France. Mais voilà, pour en revenir à la latinisation qui est inexistante tout au long de l'histoire, il n'y a pas eu une latinisation. Donc, pour en revenir, gagner, conquérir militairement, par la force militaire donc, un territoire, ça ne signifie pas du tout, et ça n'implique pas du tout de changer la langue des habitants de ce territoire qui est tout simplement administré par des militaires et non pas par des linguistes. Non? Et il y a plein de preuves dans ce sens. Par exemple, il n'y a aucun texte latin antique qui mentionne la préoccupation de Rome antique en ce qui concerne le fait de remplacer la langue des peuples, des peuplaces. C'était pas des peuples, c'était des tout petits peuples, des tout petits clans à l'époque, des tout petits clans qu'ils avaient conquéris. Donc leur but, c'était pas de les latiniser. Réalité qui a été bien confirmée au 4 novembre 1990 par le érudit et le distingué enseignant de langue classique roumain David Popescu. En même temps, plein de chercheurs réputés sont arrivés à la conclusion de l'impossibilité de la latinisation des peuples soumis militairement. Du point de vue de la linguistique romanique, ça serait très bien de retenir deux aspects très importants, énormes, qui vont réécrire l'histoire. Primo, la romanité a été une notion essentiellement politique et que politique. Et les Romains ne se sont jamais proposé une assimilation forcée et violente des peuples soumis. Donc ils n'ont jamais essayé d'imposer leur langue au peuple conquéri.
encore plus, les latins, les leaders de tous ces mercenaires latins, considéraient comme une distinction de très distinguée, donc d'utiliser la langue latine comme une distinction d'un très haut degré. Alors pourquoi vouloir se mélanger avec le menu peuple ou le peuple bas, le bas peuple, quand ils considéraient que le fait de parler cette langue latine artificielle et administrative était un signe de distinction, un signe distinctif. Donc, pour illustrer toutes ces réalités, Rome, ça c'est très important puisque je pense que c'est la meilleure comparaison pour élucider tout ça. Rome a dominé entièrement, donc en totalité, Malte, qui a 316 km² pendant 1088 années. Donc, vous imaginez, pendant plus que 1000 ans, depuis 218 avant notre ère jusqu'en 870 notre ère. Et vous allez voir la langue maltaise, vous n'allez pas du tout retrouver des mots latins. En tout cas, les savants, ils ont des difficultés à en retrouver. Et il faut le dire, c'est plus que 1000 ans qu'on a dominé Malte, et non pas 165 ans. Et c'était tout près de l'Italie, et non pas à quasiment 2000 km distance, comme la Dacia, l'espace carpatique d'aujourd'hui, où se trouve la Roumanie d'aujourd'hui, qu'on considère latine. Pourquoi? Parce que quelques mercenaires romains ont mis le pied là-bas en Roumanie, dans l'espace carpatique, c'est-à-dire Dacia. Il n'y avait même pas toute la Dacia sous leur domination, mais seulement 14% de tout le territoire. Et ça y est, ça fait un siècle ou deux, on considère que les Roumains parlent une langue latine, tout simplement parce que les Latins ont mis le pied dans moins de 14% du territoire de ce pays. Surtout que le pays actuellement parlant tel qu'il est aujourd'hui, il est que 1 sur 5 de ce qu'il était à l'époque respective. Donc, si on a mis le pied que 14, sur 14% du territoire respectif, alors comment ça se fait que tous les autres du reste du territoire parlent cette langue soi-disant latine, qui est la langue roumaine, qui est la plus latine de toutes les langues? Le français, par exemple, étant la langue la moins latine. On dirait une langue latine bien tordue, en tout cas par rapport au latin et à l'italien. Donc, ça n'a aucun sens. Pour encore mieux accentuer, à Milano, l'auteur dit, il s'adresse à son ami en disant, vous comprenez, sans apprendre l'italien. Il dit, la hôte dit ça donc à la personne qui l'a fait héberger chez lui. Il dit, comment ça se fait que vous apprenez et vous comprenez l'italien? Comment ça se fait donc que vous comprenez l'italien sans l'avoir jamais appris? Comme vous voyez, il répond, on s'entend très bien, vous parlez l'italien, moi je parle le français. Tout Roumain qui parle le français et qui a fait en plus quelques années de latin, ça c'est un bon plus, un surplus, il comprend le latin et l'italien. L'autre répond, et voilà, maintenant je vais m'adresser à ma femme en dialecte. Il a parlé en dialecte, on n'a rien compris.
Et donc, vous voyez, vous comprenez rien, n'est-ce pas? Et mais voilà, c'est pour ça qu'on nous apprend cette langue artificielle à l'école, puisque en famille, même en famille, nous on ne s'entend pas les uns aux autres. Les grands-parents ne s'entendent pas avec leurs petits-fils et une famille d'Italiens ne s'entend pas avec d'autres Italiens. Par exemple, nous, on ne comprend pas ce qu'ils disent euh, ceux de Toscana, Calabria, Sardinia, etc. Et eux, ils ne nous comprennent pas, nous, quand on parle, eux non plus. Bon, cette réalité a été confirmée par plusieurs Italiens de plusieurs régions de l'Italie, Veneto, Reggio, Emilia, etc. C'est donc en Italie qu'on peut mieux comprendre cette fausse idée, ce gros mensonge de la latinisation. Donc si même pas si la péninsule italique n'a pas été latinisée, alors comment est-ce qu'on peut soutenir qu'on a pu latiniser des pays à 2000 km de distance, qui n'ont pas été pendant des siècles sous occupation latine, qui n'ont pas eu pendant tout ce temps contact donc, avec cette langue ni avec cette politique. Donc on prétend que à 2000 km de distance, tout un pays parle la langue latine parce que 14% du territoire a été occupé, entre guillemets, par des mercenaires latins qui n'avaient même pas comme but de latiniser les peuples soumis, mais tout simplement de les piller, de les violer, de les tuer. C'était leur seul but. Il fallait piller, tuer tout le monde pour voler leurs richesses, surtout l'or de Dacia, qui est même de nos jours, il est toujours aussi renommé qu'à l'époque. Donc, on peut très bien comprendre comment ça se passait ailleurs à l'époque, surtout que vous imaginez, je ne sais pas, c'est connu, je ne sais pas combien de personnes le savent, mais la première crise économique connue de l'histoire a été la crise économique de l'Empire romain, qui était à plat. Il était tout bas, économiquement parlant, ils n'arrivaient plus à s'en remettre. Du coup, ils sont allés 2000 km distance jusqu'en Dacia pour piller les richesses, c'est-à-dire ils sont partis avec des milliers et des milliers de tonnes d'or et d'argent. J'avais les chiffres exacts, je ne les ai pas maintenant en face, mais les chiffres sont énormes. Et pas seulement, ils ont amené avec eux des statues avec lesquelles ils ont orné les places, les grandes places de l'Empire romain. C'est-à-dire, si vous retrouvez des statues d'as amenées par l'Empire romain dans des villes européennes qui n'ont rien à voir avec les latins, mais voilà, c'est parce que les mercenaires romains les ont transportés pendant leur pillage depuis Dacia vers l'Europe, et tout ça, toutes ces richesses sont restées sur place là-bas où on les a amenées. Donc tout ça pour dire, c'était ça leur but, c'était les richesses, et non pas latiniser ces peuples-là. Même de nos jours, hein, ça serait compliqué de latiniser avec tous les mass médias, avec toute l'école, avec les apprentissages intensifs et tout ça. Donc ça ne tient pas debout, c'est une ineptie de soutenir que tous ces peuples ont été latinisés. Et donc, allez voir en Italie, même l'Italie n'a pas pu être, la péninsule italique n'a pas été romanisée. Et alors, comment donc on peut soutenir qu'on a pu romaniser d'autres régions? Une situation similaire avec celle d'Italie, en ce qui concerne le grand nombre de dialectes populaires, on retrouve dans d'autres pays européens comme la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, où tous les habitants communiquent entre eux à travers la langue littéraire qu'ils ont appris à l'école. En Allemagne, il y avait des centaines et des centaines de dialectes non intelligibles entre eux. Du coup, Adelung s'est enfermé dans son bureau et il a créé la langue allemande d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on retrouve des mots de 15 caractères, des mots qui ont de 11, 12 à 20 lettres. Ça, c'est pas une langue naturelle,
c'est visible depuis très très loin que c'est une langue artificielle et administrative, créée initialement dans des buts administratifs. Bon, ça on se retrouve donc encore dans la mythologie. Et c'est triste parce que c'est pas que l'histoire qui se trouve dans l'époque de la préhistoire, dans l'époque de la mythologie, mais aussi la linguistique. Par exemple, les centaines de dialectes de l'Italie, apparemment il y aurait environ 1500 dialectes qui se trouvent même de nos jours en Italie. C'est la meilleure preuve, le meilleur argument selon lequel il n'y a pas de romanisation, de latinisation, puisque si on pouvait latiniser un peuple, on l'aurait fait déjà avec son propre peuple, son propre pays. On aurait latinisé d'abord l'Italie, non? Bon, voilà, donc la France, l'Espagne, l'Allemagne n'ont pas pu être latinisées. Et bien sûr, pour s'en moquer un tout petit peu, on a, pour prouver que c'est une idée fixe, une fixation, plus qu'une théorie soutenue, et en aucun cas une théorie scientifique, l'auteur de ces lignes a eu le privilège, de ce texte a eu le privilège d'avoir été l'élève de l'éminent professeur et pédagogue accompli, le grand classique et classiciste David Popescu, qui a commencé ses études de langue latine à 14 ans au séminaire central de Bucarest, et il les a continuées sans aucune interruption jusqu'à 86 ans, quand il a quitté ce monde. Et tous les jours, il a travaillé en langue latine plus de 70 ans. Juste un peu avant de mourir, juste comme ça, comme curiosité, le chercheur Gabriel Gerge demande est-ce que il y avait d'autres personnes qui étaient sur place, qui écoutaient. Monsieur professeur, vous vous occupez avec autant d'intérêt et de passion de la langue latine depuis plus de 70 ans. Vous avez écrit et rédigé tous ces textes, dictionnaires, cahiers, bla bla. Vous parlez le latin? Oh, mais bien sûr que non. Comment ça non? Vous êtes bien professeur de latin ou pas? Non, mais vous voyez, la langue latine, c'est une langue impossible à parler. Alors, comment vous imaginez-vous que ces paysans-là, analphabètes, qui avaient une espérance de vie de 19 ans, qui n'avaient pas de texte, de dictionnaire, de mass media, de professeurs, de cahiers, de crayons, etc., tout ce qu'on a besoin pour apprendre des leçons, pour les mémorer, pour les répéter à la maison, comment est-ce qu'on aurait pu apprendre le latin à tous ces gens-là? Surtout que qui aurait dû être censé de leur apprendre le latin? Des mercenaires qui venaient leur faire mal, c'est-à-dire des gens qu'on haïssait, des gens qui venaient faire la lutte, la guerre contre eux, des gens qui venaient les tuer, violer leurs femmes, piller leurs richesses. Qui aurait eu envie d'apprendre la langue de celui qui te fait mal? Oui, c'est vrai, j'y ai pas réfléchi, répond le professeur. Donc, après avoir étudié toute sa vie le latin. Voilà quoi, donc cette petite anecdote était censée juste pour accentuer cette réalité historique qui est de nos jours impossible de la garder encore en vie. Il faut la tuer, il faut l'anéantir, il faut s'en débarrasser. Quand on dit le latin vulgaire, c'est-à-dire vulgaris, c'est-à-dire la langue parlée par le peuple, le menu peuple, le bas peuple, comme on disait à l'époque, comme on osait considérer les gens qui étaient le peuple, nos ancêtres, à nous tous. Donc c'était le latin vulgaire qu'il parlait. Les archives byzantines, antiques, médiévales, etc., etc.,
l'identifie. Le latin vulgaire est identifié avec la langue ausonica, ausonique, c'est-à-dire avec la lingua valachica, avec la langue valachique, vlach. Et il faut savoir que c'est la même chose avec la langue indo-irano-européenne commune. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette langue indo-irano-européenne commune, c'était une langue d'une richesse extraordinaire. Le roumain d'aujourd'hui en garde une très grosse partie. Et cette langue se retrouve dans toutes les langues, idiomes et dialectes qu'on parle de nos jours. Mais en roumain, se retrouve en un plus grand pourcentage. Et oui, il faut laisser tomber le latin. En tout cas, on peut l'apprendre pour s'amuser, pour réciter des vers. Pourtant, c'est impossible d'écrire une poésie en langue latine. Je vais vous le prouver. Comme ce monsieur, le rechercheur Gabriel Görg l'a prouvé, il dit il y a plein de grandes classiques qui ont étudié le latin et qui disent impossible non, l'histoire c'était à l'envers. Donc les poésies en langue latine étaient impossibles à traduire en langue française, oui c'est ça. Et tout ça pour dire que dans le même paragraphe, il parlait du fait que la langue latine était d'une pauvreté extraordinaire, à tel point que pour indiquer un correspondant en langue latine, parfois et la plupart des fois, il faut faire appel à des syntagmes, à toutes sortes d'expressions contenant plusieurs mots, de 2 à 3 mots, et tout ça que pour retrouver un synonyme qui soit correspondant pour ce mot-là. Parce que la langue latine est une langue, même pas une langue, c'est un idiome artificiel administratif très très pauvre. C'est pour ça qu'il est si tordu, c'est pour ça qu'on a du mal à l'apprendre. C'est pour ça que les terminaisons en US, UR, UM sont si tordues et pas naturelles. C'est pas une langue naturelle d'avoir des mots qui se terminent, qui ont des suffixes pareils. Bref. Donc, voilà. Il faut développer ce sujet. Mais en attendant, avant donc clore le sujet, je veux juste attirer l'attention sur d'autres aspects élémentaires. C'est-à-dire, une langue ne peut pas mourir par elle-même. La langue sanscrite, la langue helline et la langue latine ont été par contre depuis toujours des langues mortes, c'est-à-dire des mécanismes de communication artificielle destinés à des groupes restreints pour des usages spéciaux, surtout pour l'écriture, et en aucun cas pour des grandes collectivités humaines qu'on peut déterminer historiquement parlant, et surtout pas pour communiquer jour après jour au sein des peuples respectifs dans les espaces respectifs. Par langue morte, on doit comprendre le dialecte ou l'idiome dont on a des mentions qu'il a existé, mais les parleurs, les gens qui le parlaient, sont morts. Et son existence peut être prouvée historiquement parlant grâce aux textes écrits. Aucun dialecte, aucune langue ne peut être déclarée morte aussi longtemps qu'il est encore utilisé dans la communication courante d'un certain nombre de personnes qui le parlent. Puisque la continuité physique des habitants des péninsules indiennes, grecques et italiques, on ne peut pas s'en douter. Si c'était des langues parlées par la population, la mort de la sanskrit, de l'héline, de la latine, ce qu'on appelle classique, ne peut pas s'expliquer dans les limites d'un système de jugement logique. Comme une conséquence, aussi longtemps qu'un peuple qui parle un certain langage, il n'est pas mort, la langue respective non plus ne peut pas mourir. Sinon, c'est un non-sens. Voilà.
tout ça pour dire donc que... Ah, non, parce que j'ai encore quelque chose ici par rapport à la pauvreté de l'idiome latin. En parlant de la langue latine, on doit citer Quintilian, Quintilian, comme vous prononcez-vous, le premier siècle 1, notre ère. On a ici le texte en latin qui dit: l'infériorité de notre langue se remarque surtout par le fait que plein d'idées ne retrouvent pas dans notre langue des termes propres à elle, et on doit recourir à des métaphores et des périphrases. Même quand on a des idées qui ont un nom, la pauvreté de notre dialecte est sans limite, et ça nous oblige à chaque fois de faire appel aux mêmes mots, pendant que les Grecs, et pas seulement, ils ont une richesse de mots et de dialectes différents qu'ils peuvent utiliser pour exprimer leurs notions et leurs idées. Ce constat triste de Quintilian parle du latin artificiel, celui-là qu'on dit classique, puisque le latin vulgaire, je vous ai déjà cité, c'est cette langue-là ausonica, c'est-à-dire la langue des parents des Italiens, c'est-à-dire la langue des Italiotes, qui est similaire ou tout à fait le même avec la langue valach ou la langue indo-européenne commune, etc. La même chose avec le roumain d'aujourd'hui, puisque dans toute l'Europe, et pas seulement, le roumain est la seule langue qui... les ancêtres des Roumains pourraient s'entendre avec leurs propres descendants, les Roumains d'aujourd'hui. Chose qui est impossible de faire ça en France, Italie, Espagne, Russie, Angleterre. Oui, c'est très intéressant. Lingua franca, c'est presque incompréhensible pour un Français d'aujourd'hui. Par contre, en roumain, même en alphabet, il comprend pas seulement la langue de ses ancêtres, mais il comprend aussi la langue des ancêtres des Français, des Italiens, etc. Ce qui prouve, comme je viens de dire, que le roumain ancien et le roumain de nos jours sont très similaires, chose qui est impossible pour les autres langues. J'avais mis aussi un signe là aussi. Boëthius, lui aussi, en 480, il se plaint de la pauvreté de la langue latine. Il dit, toujours à cause de la pauvreté du vocabulaire, observe Boëthius, les latins confondent toujours les notions de essence, subsistance, substance, personne, qui sont obligés de traduire par des mots en langue grecque. Selon notre opinion, cela prouve que l'aristocratie de Rome, ceux qui ont créé cette langue latine cultivée, artificielle, administrative, ils n'ont pas bien connu la langue unique et populaire parlée en barbaricum dans toute l'Europe. Et c'est pour ça que le latin culte classique, tel qu'on l'a retenu dans le texte, il lui manque plein de mots qui normalement se retrouvent naturellement dans le vocabulaire de toute langue naturelle. Bon, il y a trop de choses à dire. Je sais même pas. Voilà, donc c'est pas étonnant que, en fait, ça choque quand même de nos jours, on soutienne qu'un idiome si pauvre et artificiel puisse être à l'origine de toutes ces langues européennes, et pas, ouais, qui sont plus ou moins différentes de cette langue d'origine, le latin. Surtout que même on vous a montré donc que ça n'a rien à voir et que pour encore accentuer, voilà, les formes de la langue roumaine, la langue catalane, la langue occitane sont populaires et identiques ou similaires
Et il se trouve à une distance de 2000 km entre eux. Comment peut-on justifier cela? Par quelques mercenaires qui sont venus nous latiniser. Comment ça? Avec l'épée? Si tu parles pas, je te coupe la tête. Comment? Surtout que, je répète et j'insiste, puisque et c'est énorme, de tout le territoire respectif à cette époque-là, ils ont couvert que 14%. Il y avait, quand on dit couvert, il y avait quelques mercenaires là-bas qui devaient se défendre pendant qu'ils volaient les richesses du pays. Ils devaient se battre avec ceux qui auraient pu se révolter ou je sais pas quoi. Donc, voilà, Voltaire aussi, il considère ce lexique, il dit le latin classique. C'est vraiment difficile avec les terminaisons comme US, UR, UM. Voltaire considère que le latin classique est très rude à cause des terminaisons de la plupart des mots. Vous allez retrouver ça dans Dictionnaire philosophique, volume 10, page 210-212. Il ne faut pas une analyse trop savante pour observer que les formes latines sont cultivées, c'est-à-dire ajoutées tardivement par les scolaires. Ces formes ne sont pas gardées ni en aucune langue populaire, même pas à Rome, puisque ce n'était pas destiné pour communiquer entre les gens du peuple. Le processus ne peut être qu'à l'envers, c'est-à-dire ça ne peut pas être compliqué et que ça se simplifie au fur et à mesure. Comme on va le prouver, on a déjà un épisode par rapport à ça, mais on va le refaire pour qu'il soit aussi pour les francophones. On va faire en langue française et anglaise. On va prouver que le langage devait être simple, monosyllabique, bisyllabique, en répétant la première syllabe, genre ma, ta, pi, ka. Surtout pour les degrés de parentage et pour les onomatopéiques, pour des questions physiologiques, pour les phénomènes de la nature, ainsi de suite. Donc pour les choses qui sont liées à l'existence humaine et à la continuité, à la vie humaine. Surtout pour que les enfants puissent retenir ça d'une manière rapide, naturelle, sachant que, je répète, à l'époque, on n'avait pas l'écriture, on n'avait pas les mass médias, etc. Comment ils auraient pu, les paysans analphabètes, incapables d'analyse linguistique, en plus indépendamment les uns des autres, à Rome, ainsi qu'à 2000 km de Rome, de couper les terminaisons latines cultes de US, UM, UR et d'en arriver tous au même mot qui à l'est et à l'ouest de Rome, qui en fait, là, on va vous prouver dans un épisode prochain, ce n'est que grâce à la langue racine, à cette langue indo-irano-européenne commune, qu'on trouve ces racines lexicales partout dans toutes ces langues. C'est que par rapport à ça que ça peut s'expliquer. Et cette langue latine, et cette langue mère, le indo-irano-européen commun, ne peut pas être le latin. On aura l'épisode prochain par rapport à ça. C'est ça le sujet qu'on va traiter prochainement. C'est pour ça que j'ai choisi de traiter ça pendant cet épisode-ci, pour que je puisse faire ainsi la liaison avec ce qui va suivre et pour ne pas trop choquer ceux qui ne peuvent pas concevoir que la langue latine ne soit pas une langue artificielle. Oui, c'est une langue artificielle. Elle n'a jamais été parlée par un peuple. La langue latine a été juste un idiome artificiel qui était destiné à l'administratif et qui n'a jamais été parlé par un peuple, mais juste par les leaders de celui-là. Bon, ensuite, c'est sûr que les choses commencent à connecter entre elles et donner des bonnes conclusions si on prend en considération
les résultats des recherches de grandes institutions comme UCLA, Universitatea California, Los Angeles, Maria Djiboutas, Cambridge, etc., etc., que les actuels Indiens, les anciens Perses euh, ont quitté l'espace carpatique vers le troisième millénaire avant notre ère. Les Latins, les Celtes, les Germaniques, ils quittent le même endroit vers la moitié du millénaire suivant. Et pour vérifier ces informations-là, vous avez comme source, plein de sources, mais les plus connues seraient Mommsen, Clémence Royer, André Lefebvre, Virkov, Pierre Levesque, ainsi de suite. Bon, donc en grande ligne, ça serait, il faut mettre l'accent là-dessus. Le latin n'est pas une langue, mais un idiome artificiel. La langue, il faut surtout retenir que la langue latine ne pouvait pas être apprise sans écriture. Même les fils de l'aristocratie latine, ils avaient du mal et ils devaient apprendre d'abord l'écriture pour pouvoir apprendre le latin, ce qui n'est pas naturel. Le bébé, quand il est tout petit, il ne sait pas écrire. Il sait d'abord syllabiser, il fait ma, répéter une syllabe ou deux. Mais on ne peut pas lui dire apprends d'abord à écrire et ensuite. C'est pour ça que c'est bizarre, non, qu'en langue française, on soit obligé pour dire 93 de savoir multiplier d'abord 20, c'est-à-dire 4 fois 20, et ensuite ajouter 10 et ensuite 3 pour faire 13 et tout ça pour faire obtenir la somme de 93. Donc en français, il faut d'abord savoir calculer et c'est ensuite qu'on apprend les chiffres et à numéroter les chiffres. Ça aussi prouve que c'est une langue artificielle, mais ça a encore une autre occasion pour parler de ça. Tout ça pour dire que il faut surtout pas oublier qu'à l'époque, l'espérance de vie n'était pas comme de nos jours. Les gens, ils vivaient jusqu'à 30 ans, ils mouraient à 30 ans, pas de vieillesse, mais c'était 30 ans la limite. Ceux qui ne mouraient pas pendant la guerre, ils étaient repus par des maladies, par qui sait quoi encore. Donc l'espoir, l'espérance de vie, c'est triste à dire, c'était 18 ans, 20 ans. Déjà 9 enfants sur 10 mouraient à la naissance. Et ceux qui ne mouraient pas à la naissance, ils mouraient jusqu'à 1 an. Ceux qui ne mouraient pas à 1 an, on leur donnait, on disait, ils ont encore une chance jusqu'à 10 ans. C'est pour ça que quand on trouve les corps de ceux-là qui, ils avaient dans les cheveux un nœud, on a appris qu'on leur faisait un nœud à chaque fois qu'ils passaient encore une étape dans leur vie. On était si content de voir que l'enfant a pu dépasser l'âge d'un an qu'on lui marquait l'événement en lui faisant un petit nœud dans une mèche de ses cheveux. Ensuite, on lui faisait encore 10 ans, je sais plus. C'est pour ça qu'à l'âge adulte, ils avaient des mèches avec toutes sortes de nœuds, tout ça parce que voilà, ça prouvait qu'ils avaient dépassé l'âge critique où la plupart mouraient. Quand on a une telle espérance de vie si faible, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse leur apprendre un idiome artificiel quand ce professeur-là, enseignant de langue latine, il n'a pas pu parler d'une manière courante et naturelle le latin, ni après 60 ans d'études, d'études quotidiennes. Donc, c'est pour ça l'aspect le plus important dans les conclusions de l'histoire ou linguistique, c'est si on ne fait pas une étude comparative, on ne peut pas tirer de bonnes conclusions. On ne peut plus insister sur les choses qu'on soutenait avant. L'histoire se réécrit, la linguistique se réécrit, et peut-être là, on va arriver à des bonnes réponses. Les langues romanes occidentales sont au nombre de 4, en laissant de côté la langue romane orientale, le valak,
c'est-à-dire le romain d'aujourd'hui et d'antan, puisque la même chose, qui, s'étant formé dans de toutes autres conditions, peut être ici négligé. Ça, c'est une stupidité de dire ainsi. Par exemple, ça c'est Littré dans le célèbre dictionnaire de la langue française en 1873. Dire une stupidité pareille, c'est pour ça qu'on n'a pas pu tirer la bonne conclusion, puisque le romain, c'est le puzzle, c'est la pièce manquante du groupe, du puzzle tout entier, pour mieux comprendre que ça ne peut pas exister une latinisation de toutes ces langues soi-disant latines. C'est pour ça qu'il y a des langues germaniques qui ont un vocabulaire très latin, si on peut dire comme ça, comme la langue anglaise, qu'on considère germanique, mais elle est encore plus latine dans son vocabulaire que germanique. Bon, ils ont été pas du tout inspirés et ils ont gaspillé leur vie scientifique. Ces scientifiques qui ont pu dire des stupidités pareilles. Bon, ça c'est le protochronisme français et occidental en général qui peut donner qui peut venir avec des idées pareilles. Justinien, le dernier empereur qui a utilisé le latin en administration, donc s'il devait utiliser ça en administration, quelle langue il parlait les autres? C'est ça la question. Quelle langue il parlait les autres? C'était ce latin-là vulgaire. Donc, du point de vue de la linguistique romane, il serait bien de retenir deux choses, deux questions très importantes. La notion de romanité a été une notion essentiellement politique, mais les Romains ne se sont jamais proposé une assimilation violente des populations soumises et ils n'ont jamais essayé d'imposer leur langue en considérant au contraire l'utilisation du latin comme une grande distinction. D'autre part, on a vu que Rome n'imposait pas sa propre langue. Ça, c'était, on vient de citer, après de nombreuses études, Tagliavini. Donc, c'est l'un d'entre eux. Ensuite, une civilisation développée suppose l'existence d'un langage développé. Si l'on veut expliquer l'existence du roumain par la romanisation des Das, par exemple, on prendra comme argument extérieur le moment historique de l'Empire pour bénéficier de l'incontestable prestige dont Rome jouait à ce temps-là. Si l'on désire par contre expliquer l'existence du latin par la néolithisation de la péninsule de l'Italie par les peuplades danubiens, on prendra le moment historique d'environ 1400-1000 avant notre ère, lorsque les Prisci latini pénétrèrent en Italie en vagues successives venant de bas Danube, et lorsque la civilisation et la langue dace étaient florissantes. Ces Prisci latini amenaient avec eux en Italie la langue dont on va composer plus tard le latin classique que nous connaissons des textes. Dans son essai de synthèse, Guy Rachet affirme en Italie, ça c'est important ça, en Italie, le néolithique est un apport extérieur. Ce néolithique indique un retard de plusieurs siècles vis-à-vis à celui des Balkans, de l'Europe centrale. Le phénomène de néolithisation de l'Europe septentrionale et occidentale est dû aux paysans danubiens qui quittèrent le bas Danube vers 3000 avant notre ère pour se diriger vers le sud, l'est, l'ouest, le nord tardivement, puisque le nord de l'Europe n'était pas habitable à cette époque-là. D'autre part, d'où auraient-elles pu apporter ces colonies romaines, même en venant de la péninsule d'Italie, des mots qu'elles n'avaient pas encore chez elles? Donc vous voyez, tout ça pour dire, ce sont des inepties, ce sont des choses qui ne peuvent pas se soutenir. Donc de nos jours, on ne peut plus continuer comme ça. Et on doit tenir compte que les Celtes,
les Germains, même les Latins viennent de l'Orient de l'Europe. Mais par contre, toutes les légendes, toutes les traditions des Ariens historiques de l'Asie, les font venir de l'Occident. Donc on ne peut pas faire venir les Ariens de l'Asie, mais de l'Occident, c'est-à-dire de l'espace carpatique de nos jours. D'un côté comme de l'autre, nous sommes amenés à rechercher leur berceau commun vers le bas Danube, dans cette Tracia pélasgique dont on ignore la langue. Ça, c'est Clémence Royer, en bulletin de la Société d'anthropologie, Paris, 1879, page 202-203. Virkov, les peuples primitifs de l'Europe, 4 juillet 1874. Les Celtes qui peuplèrent la France actuelle y vinrent de la mer Noire en remontant le Danube. Jean Lemonnier, La nationalité française, volume 2, Les Hommes, Paris, 1892. Ce qui est hors de doute, c'est l'origine orientale des Celtes. Le roumain ou dace moderne est le vrai Celte de l'Europe orientale. André Lefebvre, Les races et les langues, Paris, 1893, page 176. Les Celtes bruns, dont l'ethnographie relève la trace depuis la Dacie jusqu'à l'Armorique et à l'Irlande. Les Gaulois blonds. Tous ces peuples qui parlaient un dialecte, des dialectes indo-européens, ont bien marché d'Orient en Occident, à tel point qu'ils ont été poussés et refoulés jusqu'au Rhin et à l'Atlantique par les Allemands et les Slaves. La langue gauloise, presque anéantie, était notoirement apparentée au latin, ce qui en explique la disparition rapide, ils disaient à cette époque-là. Bien plus que les Grecs, les Latins sont ignorants de leur origine, puisque leur vie historique n'a commencé qu'au 8e siècle et que leurs traditions troyennes leur ont été suggérées par les Étrusques et les Grecs. Ah, je vous ai déjà dit ça. Bon, donc voilà. Font figure d'ancêtres dans les annales de la civilisation, groupe qu'on prédispose au rôle de fondateur de l'humanité historique. Les premières civilisations par Gustave Fougère à Paris, 1926. La frontière serait marquée par une ligne qui passerait au nord de l'ancienne Roumanie. Donc, tout ça pour dire, il faut remettre en question tout ce qu'on sait de nos jours, et on va comprendre donc que l'histoire, la linguistique, tout doit être réécrit. Donc, la langue latine n'était qu'un idiome artificiel, administratif. C'est pour cela que la latinisation ou romanisation est qu'un mythe et doit être reconsidéré si on veut avancer du point de vue de l'histoire et de la linguistique qui battent le pas sur place depuis plus de 2 siècles déjà. Bon, je vous attends prochainement dans l'autre épisode où on va parler de la langue indo-européenne commune. On va l'identifier ensemble et on va voir pourquoi on dit que le latin vulgaire est identifié à la langue aussonica ou valachica. On va voir donc ce que c'est la langue indo-irano-européenne commune. Merci pour votre attention et à bientôt. Bonne soirée. Christina Sayar, Pelasgos, vous invite sur YouTube, Dailymotion et Facebook dans le groupe de Pelasgos, tel que vous entendez Pelasgos, où on traite des sujets pareils avec tous les passionnés ou scientifiques. Mais voilà, de nos jours, en un seul clic, la science et l'histoire scientifique pluridisciplinaire se trouvent à la portée de tout le monde, pas seulement pour les académiciens, mais aussi pour les passionnés. La seule condition de base qu'on impose serait d'amener des sources, plusieurs sources, des sources nombreuses, pro et contre, et que chaque sujet, chaque thèse, pour qu'il soit pris en considération, doit être soutenu par des arguments pluridisciplinaires. À plus tard et bonne lecture.